les enfants, c'est toute la magie du cirque. Acrobates, clowns et les exercices de domptage d'animaux sauvages qui fascinent toujours autant. Mais ce numéro est peut-être en voie d'extinction. Jusque dans les années 70-80, ça pouvait aller. Maintenant, bon, il faut passer à autre chose. Parce que c'est tous des animaux qui, à l'état sauvage, sont très menacés. Et il est là le problème moral. Est-ce que c'est bien de montrer cet exemple-là aux enfants? André-Joseph Bouglione a pourtant grandi dans le monde du cirque traditionnel. J'ai été élevé avec des fauves. Dans la caravane, il y avait des crocodiles, des serpents, des porcs-épics, des tigres, des lions. J'avais tout. C'était une caverne d'Ali Baba, des animaux, le truc. André-Joseph fait désormais figure de brebis galeuse au sein de sa famille car il condamne le recours aux animaux dits sauvages. Cet héritier des Bouglione veut monter, dès cette année, un éco-cirque sans le moindre animal. Son cousin porte un regard tout différent. Pour lui, montrer des animaux, y compris sauvages, fait partie de l'âme même du cirque traditionnel. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre métier et si on coupe cette partie-là, il est fort probable que la plupart des cirques vont s'arrêter. Comme bon nombre de pays étrangers, des dizaines de municipalités en France ont déjà appelé à interdire les animaux sauvages dans les cirques. La ville de Paris vient aussi d'adopter une résolution en ce sens, au nom du respect de la vie sauvage. Pour ce dompteur et propriétaire de cirque, il s'agit d'un faux problème. Ils sont nés chez nous. Ça fait 40 ou 50 ans qu'on ne va plus là-bas dans leur lieu naturel chercher des tigres ou chercher des zèbres. Ils sont tous nés en captivité, c'est toutes des bêtes d'élevage. À la Fondation 30 millions d'amis, on estime que la disparition des animaux sauvages dans les cirques est inéluctable. Pour qu'un éléphant se dresse sur ses pattes arrière, s'assied sur un tabouret, pour qu'un tigre passe à travers un cerceau en feu, est-ce que vous croyez que vous lui dites gentiment, chouchou, va, saute? Non, évidemment qu'il faut avoir des moyens de dressage coercitif pour leur faire des choses qui sont quand même contre nature. C'est fini, c'est à l'époque où les tigres sautaient dans un cerceau enflammé, ou ils marchaient sur une bicyclette, ou faire l'équilibre d'une patte. C'est fini ça. Si vous venez au spectacle, vous allez voir, moi je travaille avec mes tigres, je leur fais faire tout ce qu'ils font naturellement. Ils marchent debout, ils font des roulades au sol, ils ne sautent pas d'un tabouret à un autre, ils ne font pas des galipettes sur un cerceau enflammé. Ce sont toutes des choses naturelles qu'ils font chez eux. Malgré les polémiques, le cirque animalier se porte bien. En moyenne, 14 millions de visiteurs s'y pressent chaque année. Le cirque traditionnel marche bien, oui. Parce que la plupart des cirques traditionnels que vous voyez n'ont aucune subvention. Donc c'est qu'ils marchent. Que les cirques sans animaux, avant-gardistes comme on dit, la plupart sont tous subventionnés. Autrement, ils n'arriveraient pas à vivre. Pas facile de renoncer aux traditions. Et comme dit le proverbe chinois, ce qui est difficile quand on chevauche un tigre, voire un lion, c'est d'en redescendre. Les rues de Mossoul-Est grouillent d'activités. Depuis le départ du groupe État islamique en juillet, un souffle nouveau a envahi la deuxième ville d'Irak. Les rues commerçantes sont bondées et embouteillées, un changement radical après 3 années de privation et d'exactions quotidiennes sous le règne de l'EI. C'est comme si nous avions vécu en plein désert, coupés de tout. Puis tout à coup, nous avons droit à toutes ces activités, ce divertissement dont nous avions été privés pendant 3 ans. Et 3 ans, ce n'est pas rien. L'est de Mossoul a été moins touché par les combats que la partie ouest de la ville, sur l'autre rive du Tigre. Ce restaurant a ouvert ses portes en décembre et les clients ont répondu présents. Nous avons beaucoup souffert, mais grâce à Dieu, 3 années d'injustice et d'oppression sont passées et à présent, nous tentons de compenser. La situation a beaucoup changé. Nous essayons autant que possible de refléter ce changement et de nous améliorer. Dans ce club de billard se mêlent fumeurs de narguilé et joueurs de cartes. Ce genre d'activité était strictement interdite sous le I, passible de coups de fouet, de prison, voire d'exécution. Le club a rouvert en mai, alors que les combats se poursuivaient encore dans l'ouest de la ville, toujours en ruine. Les jeunes se sentent bien grâce à Dieu. Comme vous le voyez, les cafés sont remplis de monde, les habitants sont à l'aise et ils se sentent en sécurité. Les gens ont commencé à revenir, c'est mieux qu'avant. C'est bondé partout. Grâce à Dieu, Mossoul grouille à nouveau de monde. Pour ces Mossouliotes, la vie a repris de plus belle, sans peur ni restriction. Et ils sont bien décidés à insuffler à leur ville une liberté nouvelle. Dans le Sahara mauritanien, les dromadaires côtoient désormais les touristes français.
Après 7 ans d'absence pour cause d'insécurité, les tours opérateurs français sont de retour dans l'Adrar, dans le nord-est du pays. Quand tu pressens les premières dunes au loin, légèrement arrondies, semi-formées, là c'est un instant magique quand même. Au milieu des années 2000, l'Adrar accueillait jusqu'à 14 000 visiteurs par an. Mais les attaques djihadistes ont eu raison du tourisme. Classée en zone rouge par la France en 2010, la région est repassée depuis peu en zone orange, ce qui encourage certains voyagistes à revenir. Depuis Noël, des vols directs relient à nouveau Paris à Attar, la capitale de la région. Chez ce prestataire de tour opérateur, on s'active pour accueillir les voyageurs. Sur le premier vol, par exemple, où il y avait 147 clients, nous avons réussi à faire tourner une quarantaine de voitures de 4x4. On a réussi à faire 20 guides, départ de 20 guides, 20 cuisiniers. Les équipes chamelières étaient au moins à une bonne quinzaine d'équipes chamelières réparties sur les points de départ. Une reprise timide mais importante pour l'Adrar. Avec l'arrêt du tourisme, l'économie de la région s'était effondrée. Chinguetti, classée au patrimoine mondial de l'humanité, ressemblait à une ville fantôme. Aujourd'hui, les ruelles ensablées de la vieille ville s'animent à nouveau. Nous sommes restés en léthargie pendant presque une décennie. Maintenant que le premier charter est arrivé, on voit que la ville commence à revivre. Et on voit les petites échoppes dans lesquelles on vend des objets traditionnels fleurir un peu partout. On voit les visages aussi sourire. Début janvier, plus de 1000 personnes étaient déjà inscrites à des voyages organisés. Dans le gymnase de l'université de Mossoul en Irak, plusieurs dizaines d'enseignants sont rassemblés pour une formation. Sur ce tableau, l'instructeur a dessiné l'arbre des problèmes que peuvent rencontrer leurs élèves, et notamment inscrit « Parents tués, le spectacle des décapitations et destructions ». Mossoul sort tout juste de 3 années sous le règne du groupe État islamique. À l'aide de jeux, mimes et activités sportives, le but de la formation est d'apprendre aux enseignants à accompagner leurs élèves traumatisés par le califat et ses exactions quotidiennes. Nous aidons les enfants à mieux gérer les conditions qu'ils ont vécues sous le groupe EI et surtout ceux qui vivaient dans la partie ouest de Mossoul. Ils ont subi énormément de pressions telles que la mort de leurs proches et la perte de leur maison. Ils ont vu la destruction, du sang et ils ont vécu sous un siège. Les 9 mois de combats sanglants et bombardements aériens pour chasser les djihadistes du groupe EI ont aussi laissé des traces. Outre le stress et les mauvais souvenirs, les enfants de Mossoul qui ont repris le chemin de l'école doivent composer avec des bâtiments détruits. Nous avons été très affectés par le groupe État islamique. Nous avons été ciblés par des avions. Ma sœur, mes parents et mon oncle sont morts à cause de l'EI. Ils jetaient des gens depuis les toits d'immeubles et nous obligeaient à regarder. Ils tuaient les gens et les lapidaient devant nous et nous obligeaient à regarder. Nous sommes très fatigués à cause du groupe EI. Nous sommes encore fatigués à ce jour. Dans cet établissement, les 900 élèves n'ont plus cours que dans la moitié des bâtiments, l'autre moitié étant aujourd'hui un immense tas de gravats. Dans les classes surchargées, ils sont 5 et parfois plus à se serrer par bureau. Il y a plus de 100 élèves par classe et ça affecte ma capacité à leur faire comprendre la matière. C'est très difficile de les réhabiliter psychologiquement après que nous avons traversé la guerre et après ce qui s'est passé dans la ville. Aujourd'hui, les enseignants de Mossoul se sont investis d'une mission, redonner sourire, espoir et optimisme à une génération meurtrie par la guerre. Mossoul, deuxième ville d'Irak. 6 mois après la fin du règne du groupe État islamique, ce sont à présent ces ruelles éventrées qui dominent la vie des rares habitants qui s'y aventurent. 6 mois se sont écoulés depuis la libération. Mais même après 60 mois, il n'y aurait aucun changement parce que les efforts de reconstruction sont limités et insuffisants. La destruction ici est énorme, comparable à Hiroshima et Nagasaki au Japon. Il y a 6 mois, les forces irakiennes reprenaient Mossoul aux djihadistes au prix d'une guérilla urbaine sanglante. Pilonnés par les avions de la coalition internationale et sous le feu permanent des obus de l'EI, les habitants ont pour la plupart fui. Mais certains n'ont pas pu partir. Asma a perdu son père et son mari dans un raid aérien. La maison de nos voisins a été ciblée et on a appelé mon mari pour qu'il aide à retirer les gens des décombres.
Mon mari est allé et mon père nous a emmenés, mes enfants, ma mère et moi, vers une autre maison. Il est ensuite allé chercher mon mari. Ils sont tous deux morts sur le chemin du retour. Depuis, Asma survit avec ses 2 enfants grâce aux dons d'amis et de voisins. Dans son quartier de la vieille ville, seule une autre famille est revenue, celle d'Ansam. Mais son mari, journalier, ne trouve pas d'emploi dans le vieux Mossoul à l'arrêt. Les décombres n'ont pas été enlevés et on peut encore sentir l'odeur dégoûtante des cadavres de membres de l'EI en décomposition. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, aucune organisation ne s'occupe de nous. Les détritus sont partout. Ma fille est en 6e, les 2 autres sont en CE1 et CM1, mais aucune école n'a rouvert. Les ruelles autrefois bondées du marché historique sont aujourd'hui désertes. Non loin se trouve la mosquée Al-Nouri, où le groupe EI proclamait son califat il y a 3 ans et demi. Aujourd'hui, elle est devenue un cimetière de voitures calcinées. Entre cocotiers et plages de sable blanc, le destin du village de Palma, au nord du Mozambique, est sur le point de basculer. D'immenses réserves de gaz ont été découvertes au large de ses côtes en 2010. Depuis, ce pays, parmi les plus pauvres au monde, se rêve en Qatar africain. Grâce à ce projet, nous aurons un décollage, nous aurons de l'emploi. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail, nous dépendons de la mer. Et avec le début du projet, je crois que beaucoup de ces jeunes obtiendront des emplois. En quelques années, Palma s'est déjà transformée. Avec le raccordement au réseau électrique, une nouvelle route asphaltée, une banque, des hôtels et des restaurants. Mais pour l'instant, il reste vide. Les projets ont pris beaucoup de retard. Avec la chute des cours des hydrocarbures, les multinationales ne cessent de repousser leurs investissements. Les centaines de familles du village ont pourtant accepté de céder la place aux usines de liquéfaction et aux centrales électriques, non sans quelques réserves. Vous avez vu la taille de nos cocotiers, de nos manguiers, de nos cajoutiers. Ici, nous cultivons des haricots. Tous les produits, tous les aliments, nous arrivons à les faire pousser. Mais là-bas, nous ne savons pas s'il y aura de quoi produire tout ça. Autre conséquence des retards d'investissement, le gouvernement s'est fortement endetté en pariant sur la future manne gazière. 2 milliards de dollars ont été empruntés secrètement au mépris de la constitution mozambicaine et des lois budgétaires. Ces révélations ont provoqué une crise avec le FMI et la plupart des bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. Il va falloir beaucoup de temps pour que les Mozambicains voient sur leur table les bénéfices de l'extraction du gaz. Car le gouvernement va d'abord devoir utiliser les recettes pour rembourser ses dettes des années antérieures. Quand les gisements ont été découverts, les premières estimations tablaient sur du gaz liquéfié à l'export dès 2016. Désormais, ce ne sera pas avant 2022, dans le meilleur des cas. De quoi retarder d'autant le développement du Mozambique, où la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.